messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui à l'animation, M. Yannick Patelli ainsi que M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Michel. Alors Michel, tu le sais, on fait des quotidiennes depuis 3 ans, comme ça, de façon quasi quotidienne. On a quelquefois des quotidiennes un peu exceptionnelles et c'en est une aujourd'hui parce qu'on reçoit un invité exceptionnel. On a la chance de recevoir, je le dis pour nos internautes qui nous suivent et les auditeurs qui nous suivent sur toutes les radios à travers le Québec, on reçoit Marc Vera. Marc Vera, c'est un grand chef dans l'Hexagone, en France, mais c'est aussi un grand chef à travers le monde. On va en parler avec lui tout à l'heure. Et il est né en Savoie. Vous le connaissez peut-être. Vous avez vu des images de Marc Vera, assurément, dans différents magazines. On en parlera aussi. Il est repérable à son grand chapeau noir, qu'il porte d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Même si vous êtes à la radio, vous ne le voyez pas. Nous, on le voit par Zoom interposé. Nous avons avec nous également Christian Ponce, qui est notre collaborateur, en fait, à la vie agricole sur plusieurs projets, notamment liés à tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire. Et on a aussi Joël Moore, le compagnon fidèle, je pense, de Marc Vera depuis longtemps, qui le suit dans tous ses projets. Donc on va pouvoir parler avec tout ce monde-là. Nous avons une grande table virtuelle, parce que Michel, on est en studio, ils sont avec nous en Zoom. Bonjour Marc Vera. On vous a en fait en quasi direct, en fait, comme ça. Est-ce que, dites-nous, vous êtes où? Vous êtes à Paris? Vous êtes à Manigo? Vous êtes à quel endroit vous vous trouvez en ce moment? Je suis pas loin de Manigo. Pas loin de Manigo. Je suis en déplacement, mais je suis avec vous. Bon, parfait. Alors, justement, Marc Vera, je vous ai présenté en disant que vous êtes un grand chef dans l'Hexagone. Moi, j'ai 56 ans, donc quand j'étais gamin, je voyais déjà Marc Vera, on le voyait partout, avec en photo partout, dans tous les magazines, tous les plateaux de télé. Vous êtes je dirais, un chef médiatique, mais avant tout, vous êtes surtout un chef du terroir. C'est ça qui nous a plu quand Christian nous a dit qu'il vous avait rencontré. Puis je suis très heureux, moi, de me rendre à Paris au mois de mai, puis d'échanger avec vous à nouveau. Parce qu'en fait, pour mettre les auditeurs dans le contexte, au Québec, certaines personnes vont dire on sait qui est Paul Bocuse ou qui est Robuchon. Bien, j'aimerais ça qu'on présente Marc Vera parce que vous avez été 3 fois 3 étoiles au Michelin, 2 fois 20 sur 20 au Goemio. Je pense pas qu'il y ait personne qui ait jamais fait ça. Est-ce que oui, mais enfin, bon, écoutez, oui, effectivement, mais je pense que tout ça, c'est le résultat d'une politique culinaire qui est faite essentiellement sur une alimentation saine. Moi, je me suis toujours battu depuis 50 ans pour une alimentation saine. Vous savez que, effectivement, l'effigie à travers Vera, c'est quoi? C'est une cuisine de l'environnement, c'est une cuisine de la nature, c'est une cuisine sauvage. Alors, on va ramasser nos herbes. Personne ne le fait, ça. Ça n'existe nulle part. Et vous savez, j'essaye de lancer un mouvement en ce moment parce que je voudrais bien que les chefs, en général, prennent conscience pour qu'ils soient l'exemplarité de ce que l'on donne à nos convives. C'est-à-dire, quels sont les aliments que l'on donne? Est-ce que ce sont vraiment les vrais aliments pour une bonne santé, pour prolonger notre vie? Il y a un travail énorme à faire parce que effectivement, on est envahi par la mondialisation, on est envahi par ce sceptre qui veut qu'on nourrisse tout le monde et n'importe comment, alors qu'on peut nourrir effectivement tout le monde et en mangeant beaucoup moins. Bon, c'est toute une politique, c'est toute une philosophie et moi, effectivement, je me bats pour ça parce que vous savez qu'on est capable de vivre plusieurs jours, plusieurs mois dans la nature, rien qu'avec les herbes. Hein. C'est assez paradoxal, mais voilà, ça existe. Vous savez, quand... Oui, je sais que pour avoir lu un peu sur vous, en fait, vous dites effectivement que vous êtes proche de la nature, mais finalement vous êtes précurseur, en fait, parce que vous avez été un des premiers chefs à parler du 100% écologique, des énergies renouvelables, même dans vos installations. Ça date pas d'hier, c'était bien avant qu'on nous parle d'environnement, ça, en fait. Bien sûr. Mais vous savez, moi j'ai fait mon premier livre de cuisine il y a 40 ans. J'avais 5 recettes à base de perche, j'avais 5 recettes à base d'ail des ours. On avait déjà les herbes sauvages qui arrivaient. Ils sont aujourd'hui devenus à la mode, l'ail des ours. Et malheureusement, on ne les cueille pas sauvages. On continue cette mondialisation en achetant des produits
dans des grandes sociétés qui ont domestiqué ces produits sauvages et qui sont bourrés de pesticides et d'insecticides. Mais est-ce que les chefs vont en prendre conscience de ça? Moi, je suis très offensé par cette politique. Marc Veyrat, oui, j'allais dire. Vas-y, Michel. Dans votre parcours de chef, Marc Veyrat, à quel moment est-ce que c'est, comme vous dites, il y a 40 ans, c'est déjà loin derrière, ça, mais à quel moment, comment ce déclic, ça s'est fait pour le déclic, il est tout simple. Vous savez, mon père avait une ferme d'hôtes. Nous étions des gens pas très riches, mais très respectueux de la nature. On n'était pas très riches parce qu'on était économes. Alors, quand vous êtes économe, vous n'achetez pas de pesticides, d'insecticides pour faire le jardin. Vous comprenez? Ouais. Ça paraît tout bête. Ouais, parce que dans votre histoire familiale, justement, vous parlez des chambres d'hôtes. Effectivement, moi, vous venez de Savoie, puis vous êtes passé par plusieurs métiers. Vous avez été pisteur, vous avez été berger. Donc, je pense que vous avez à cœur la montagne, enfin, je pense. Bien sûr, on avait une ferme diabolique. J'étais paysan avec mon père et on avait une vingtaine de vaches laitières. Voilà, on avait des moutons, on avait un immense jardin. On recevait un peu de public dans notre ferme qu'on nourrissait allègrement avec des produits sains parce que mon père n'étant pas riche, il cultivait de manière décente son jardin. J'ai jamais vu mon père mettre un quelconque saupoudrage de produits nocifs dans le jardin. Je n'ai jamais vu mon père tricher avec ses bêtes. Vous savez, il y a une chose, il va falloir un jour que ce masque tombe et qu'on arrête cette omerta et qu'on parle un peu de cette surproduction, de cette mondialisation des produits. Je vais vous faire un aveu. Est-ce que vous savez, parce que moi j'ai très des vaches à la main, je sais, je parle un peu de mon milieu paysan, vous savez qu'une bête génétiquement ne peut produire que 18 à 20 litres maximum de lait par jour sur 2 traites. Ça, c'est une information que je vous donne. Vous savez combien elles sont aujourd'hui en traite? Entre 30 et 35 litres. Oui, ça fait. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles produisent autant? Eh bien, on leur donne des graines, on leur donne des graminées, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, effectivement, on nous rabâche que ce sont des produits sains. Moi, j'ai des analyses. J'ai une caisse performante d'analyse qui prouve le contraire. Donc, c'est antinomique. Qu'est-ce qu'on fait? On produit plus. Donc, le lait est moins bon. Effectivement, les fromages, qu'on veuille ou pas, ce ne sont plus les fromages d'avant. Et on fait la sélection génétique aussi, quand même. Il faut aussi ajouter ce facteur-là. Il y a une sélection génétique qui s'est faite au fil des ans. Bien sûr. Mais on a gardé les meilleurs, et puis c'est un peu comme ça que tout s'est fait, finalement. Là. Oui, mais je suis d'accord avec vous, on a gardé les meilleurs, mais le problème, cher monsieur, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est que on va au-delà de tout, c'est-à-dire que on surproduit, parce qu'on a demandé à tous ces paysans de produire plus. Et puis en France, on a un problème, c'est que tous les grands céréaliers ont une abondance d'argent qui provient de la communauté européenne. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Vous êtes allé voir leurs terres, dans quel état elles sont? On produit, on surproduit. Eh bien, moi, je suis contre. Je veux m'élever contre ces gens-là. Et je veux défendre les petits producteurs, les producteurs de proximité, ces gens qui ont le bien-être, qui ont le sourire sur eux et qui pensent aux autres, parce qu'ils aiment les autres. Sur le souci des terres en France, il y a un souci. Ici, il y a une problématique par rapport à la rotation des cultures, notamment le maïs soya qui est très très présent, et on manque de culture de blé, entre autres, pour la bonne gestion de la terre. Est-ce que vous vivez ces problématiques-là aussi en France, à savoir que les terres s'appauvrissent également par un manque de rotation des cultures? Mais c'est évident, mais c'est que du bon sens que les terres s'appauvrissent. Mais partout, elles s'appauvrissent. En Beauce, en Brie, partout. À force de leur injecter des produits qu'elles ne veulent pas, qu'elles subissent. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionnera qu'à un moment, mais enfin, je sais pas, je trouve qu'on ne défend pas assez ces agriculteurs, ces petits agriculteurs, même moyens, et je trouve que on leur donne pas la parole pour qu'ils disent la vérité. Oui, parce que dans l'agriculture, est-ce que j'imagine que vous avez la même dynamique en France? Il y a effectivement le tout petit agriculteur de proximité, il y a les grosses industries dans l'agriculture, mais il y a aussi toute une série de PME dans l'agriculture qui ont un besoin d'existence, en fait.
Ah, mais j'allais vous en parler, les PME, bien sûr. Il y a toute une série de PME qui sont tout à fait fiables. Moi, je vous dis, je suis contre la surproduction de ces grands domaines. C'est pas possible. Mais vous savez, en France, on est en train de prendre conscience de tas de choses. Je donne souvent l'exemple des vignerons, la vigne. Vous savez, les Côtes du Rhône c'est l'exemplarité. Ils ont diminué les sulfites considérablement. Ils ont diminué tout ce qu'on pouvait mettre dans la vigne de nocifs. Ils ont fait des progrès énormes. Eh bien, c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Et ces gens-là, ils nous bonifient. C'est des gens tout à fait respectables. Il faut suivre ce sillon qu'ils ont tracé. Vous savez, n'oubliez pas. Est-ce que vous avez connu la vigne bleue? Non. Vous avez connu la vigne bleue? Pas moi, non. Non, ça me dit rien. La vigne bleue, c'est qu'est-ce que vous appelez la vigne bleue? Vous essayerez de vous documenter, c'est assez extraordinaire. Il y a Vigne Dieu, ça date de 40 ans. C'est M. Jospin qui a aboli tout ça. Eh bien, c'était simplement les poubelles avec des plastiques à l'époque qu'on acheminait, qu'on broyait et qu'on acheminait dans les vignes. Vous vous rendez compte, il y a déjà effectivement, il y a un chemin parcouru qui a été immense, et je les félicite. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il y a encore des organes qui n'ont rien à faire dans la terre, et il faut les enlever. Vous savez, moi je fais un jardin avec du fumier de cheval que je récupère de chevaux qui mangent une prairie tout à fait honnête en montagne, tout à fait saine. Mais c'est majestueux. Moi, j'obtiens des légumes extraordinaires que je n'obtenais pas avant avec certains autres fumiers. Voilà. Et en fait, ce n'est que du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Est-ce qu'on va, selon vous, vers quand même plus d'écologie ou est-ce qu'on recule? Si vous regardez, vous, dans vos 40 dernières années... Non, mais le paradoxe, c'est qu'on va vers plus d'écologie. Et je m'en félicite. Nos enfants prennent de plus en plus conscience des méfaits d'une mauvaise interprétation de tout ça. Mais moi, je trouve que sur l'écologie, on ne travaille pas assez sur l'alimentaire. On ne travaille pas suffisamment sur l'alimentaire. Sur les forêts, c'est un pourvoi extraordinaire contre les couches d'ozone. On ne travaille pas pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne travaille pas pour ça. Les cerfs polaires en montagne, tout ça, mais c'est formidable. C'est des capteurs. C'est des gens, c'est des plantes extraordinaires. Mais, et en plus, elles sont aromatiques, vous vous rendez compte? Elles sont aromatiques. Elles n'amènent que du bien-être. Alors, Marc Vera, on sent la passion. On va devoir s'arrêter juste 2 minutes parce qu'il y a une courte pause à faire. On vous revient tout de suite après. On aime vous entendre. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour, confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour.
Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Alors bon, retour de la quotidienne, nous sommes avec Marc Veyrat, Michel Marc Veyrat, le grand chef français, avec Joël Moore aussi qui est avec nous, qui écoute cette belle tirade et pour une saine alimentation. On sent Marc Veyrat très imprégné de ses valeurs. Peut-être juste nous rappeler, Marc Veyrat, vous avez eu votre premier restaurant à 28 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Peut-être nous rappeler juste un peu votre parcours de chef en fait, parce que vous avez le premier restaurant à 28 ans, je pense que vous en avez deux à Manigot et à Paris. Non, attendez. Non, je m'excuse. Vous savez, je suis d'origine paysanne. J'ai été paysan avec mon papa, je vous l'ai expliqué. On avait une vingtaine de vaches et on avait une bergerie. Et à l'âge de 21 ans, j'ai décidé de cuisiner. Et papa a dit, mais on va vendre la moitié des moutons et tu vas ouvrir dans la bergerie ton restaurant. Ok, donc ça a commencé avant 28 ans. Oui, okay. J'ai ouvert à 21 ans. J'ai ouvert un petit restaurant avec 5-6 tables et j'ai commencé comme ça. Bien sûr, ce que je voudrais dire à tous les jeunes, c'est qu'ils ne sont pas obligés de faire ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Comme j'étais un enfant rebelle, papa avait cassé sa tirelire pour m'emmener à l'école hôtelière et au bout d'un trimestre, j'ai été... voilà, on m'a révoqué en disant que j'étais pas un bon élève et d'ailleurs j'ai encadré un mot du proviseur qui dit n'est pas fait pour ce métier, doit prendre une autre orientation. Donc quoi, tout est possible dans la vie. Donc de là, je suis revenu à la maison et je peux vous dire que papa était très en colère. Il a dit maintenant tu vas te débrouiller tout seul. Donc je m'occupais, j'allais avec mon papa et j'ouvrais ce restaurant en même temps. Et comme je n'avais pas d'acquis technique, eh bien mes livres c'était des bouquins de cuisine. Ouais. Mais alors tout le monde me ferait des bouquins de cuisine, c'était extraordinaire. La cuisine du marché de Paul Bocuse, la cuisine minceur de Michel Guérard, la cuisine de Robuchon, et j'ai appris à travers ces... Je suis 100% autodidacte. Je n'ai jamais travaillé avec un chef, avec un grand chef, malheureusement, parce que j'aurais gagné beaucoup de temps. Vous savez, quand techniquement vous prenez du retard comme ça, il faut arriver à faire face à travers la connaissance du vocabulaire et de la technique sur les bouquins. C'est pas évident du tout, hein, croyez-moi. Mais ça nous permet d'être un électron libre, d'avoir une certaine liberté. C'est pour ça que je suis parti sur l'environnement, qui était en fait ma vraie cuisine. C'était le monde paysan. C'était l'environnement. Vous savez, j'avais d'autres avantages si je n'étais pas cuisinier. C'est qu'à 20 ans, je savais traire les vaches, fabriquer du fromage, barater le beurre, je savais faire un jardin. Mais ce que vous nous prouvez, on savait tuer le cochon, on savait. Mais vous vous rendez compte, mais j'ai appris des choses magnifiques. On ramassait les pommes, on faisait le cidre. Les pommes, papa nous les faisait mettre sur des clayettes. Il ne fallait pas qu'elles se touchent. Parce que vous savez qu'un légume empilé n'est pas un légume qui se conserve. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça à vous raconter. Mais ça, c'est l'école de l'alimentaire, c'est l'école de la vie. Mais ce que nous prouve votre carrière, c'est que d'avoir été rebelle, électron libre, comme vous dites, puis ça vous définit bien, je pense, ça vous a amené quand même très haut dans la structure des chefs, puisqu'on l'a dit en début d'émission, 3 fois 3 étoiles Michelin, 2 fois 20 sur 20 au Goemio. En plus, vous pouvez vous permettre de dire au Michelin, non merci, j'ai plus besoin de vous. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Oui, mais effectivement, mais vous savez, j'ai eu de la chance parce que je suis devenu un cuisinier libre. Vous comprenez ?
c'est cette liberté qui a fait que je n'avais pas un carcan, un sillon qu'on m'aurait tracé avec une technique d'un chef. Et bien, je suis parti un peu comme ça. Et après, je suis arrivé à me concentrer. Et j'ai concentré le savoir que j'avais à travers les livres. J'ai concentré le savoir que m'avaient donné mes parents dans cette éducation paysanne, dans ce monde extraordinaire. Moi, j'ai semé les haricots, je peux pousser des haricots, je connais la carotte, voilà, ça c'est le monde paysan, c'est le monde de la terre. Vous savez, moi, j'ai tué un cochon, faire les boudins à 15 ans, on sait faire tout ça. On sait se nourrir, on sait conserver l'alimentation, parce que ça aussi, c'est extraordinaire. On n'avait pas de réfrigérateur, on avait une cave, on sélectionnait. Je vous donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui, lorsque quelqu'un va chercher des pommes de terre et qu'elles sont germées, bon, on ne les prend pas, vous êtes d'accord? Quelle erreur! Mais quelle erreur monumentale! Eh bien, papa nous faisait, allez les enfants, vous allez prendre des pommes de terre germées et les mettre dans une caisse. On prenait les pommes de terre germées, et ces pommes de terre germées, elles faisaient la meilleure purée du monde. Vous savez pourquoi? Parce que les germes enlèvent l'humidité de la pomme de terre, et il ne restait que l'amidon. Eh bien ça, c'est l'école de la vie, c'est l'école de l'alimentation. Joël Moore, vous qui avez accompagné pendant 40 ans votre ami Marc Vera, vous n'avez pas dû croiser beaucoup de chefs aussi véridiques que celui-ci. Non, bien sûr, c'est comme ça qu'on est devenus amis, puisque j'étais aussi un des premiers. J'ai eu mon premier restaurant à 20 ans, donc j'étais un jeune chef de cuisine à cette époque-là, un des plus jeunes. Et puis après, j'étais secrétaire du syndicat des hôteliers, j'ai fait beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Marc. Et puis après, on a sympathisé. C'est quand même un être exceptionnel quand même, avec des qualités d'amitié magnifiques et en plus de ça, de créativité en cuisine. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui créent, mais lui, il a tout le temps des idées magnifiques et le maintien de la cuisine française de qualité. Ça, c'est... Voilà. Ouais. Et puis, on a fait plein de choses après ensemble. Ouais. Effectivement. Je voudrais prendre la parole parce que Joël, on a une amitié incommensurable tous les deux. Mais moi, tu m'as beaucoup appris. Je vais te dire, j'ai découvert un homme d'une gentillesse hors du commun, mais en plus de ça, faut pas oublier, tu n'aimes pas le mot. Tu es un chercheur créatif. Moi, tu m'as beaucoup appris. Et si, par exemple, mais attends, je te donne un exemple. Je te donne un exemple tout bête, extraordinaire. C'est que lorsque tu as fait cette fameuse vinaigrette sans huile, et que tu as découvert que la fleur d'acacia pouvait gélifier cette alimentation de manière naturelle, j'ai trouvé ça subjugant. Et franchement, tu m'as étonné, tu continues à m'étonner, je te remercie beaucoup. Je te remercie énormément. Bon, on n'a pas fini notre vie, hein, on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Non, d'ailleurs, en passant, on y reviendra plus tard, mais on espère organiser des choses avec vous parce qu'on réfléchit à des projets chefs au Québec et Christian, vous nous avez glissé un mot. On va vous revenir, on va en parler au mois de mai quand on va se rencontrer à Paris, à Taste of Paris. On va discuter un peu de ça, mais il y a des projets par ici pour vous parce qu'on pense réellement que ressentir cet amour pour la cuisine et cet amour pour l'alimentation saine, c'est quelque chose qui va être important de venir passer comme message au Québec et de venir en même temps rencontrer le terroir du Québec. C'est un peu l'objectif pour lequel on veut vous amener en fait vers nous. Juste pour je pense, si tu permets, Yannick, j'aimerais juste dire deux mots. D'abord remercier Joël qui m'a présenté le chef, mais aussi c'est de voir à quel point ils sont passionnés, à quel point ils vivent la nature, l'agriculture saine, et c'est souvent on imagine un peu la grande cuisine comme quelque chose de très avec des produits très sophistiqués, alors que là on s'aperçoit que le chef Marc Vera a quand même construit sa cuisine autour de la nature, autour de la véracité de ce qu'est le produit, l'original. Et pour avoir eu la chance de côtoyer Joël quelques jours, et notamment jusqu'à manger avec lui, vivre à côté de lui, participer à ses déplacements,
on s'aperçoit que Joël, effectivement, est un créateur hors norme. Je sais qu'il y a plusieurs projets que vous avez travaillé ensemble, mais quelle belle voix. Puis nous qui sommes un média on va dire, de vérité sur l'agriculture, je crois qu'un porte-parole comme ça, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, Joël, de nous avoir permis de rentrer en contact avec le chef. Et merci, chef, d'avoir ce discours-là, parce qu'il correspond totalement à notre vision de l'agriculture et du message qu'on veut faire passer. Michel, une rencontre entre un grand chef comme ça et le terroir du Québec, ça peut être un petit peu oui, je pense que ça permettrait de donner une sorte de boost à notre agriculture, à notre cuisine des terroirs. J'aime mieux le terme des terroirs parce qu'ils sont tellement différents d'un endroit à l'autre. Mais c'est une tendance de plus en plus importante. Mais la présence d'un grand chef qui a fait sa longue carrière et qui a eu ses étoiles là-dessus, je pense que ça permettrait certainement de devenir une sorte d'élément qui accélérait, je pense, le processus, parce que c'est quand même quelque chose de notable. De plus en plus, on trouve de nouveaux chefs qui développent des choses avec leur nature tout près. Alors, ça serait extrêmement intéressant de vous avoir... Si on peut trouver le moyen de se faire ça. On va trouver le moyen. De faire une invitation plus formelle que celle-là. Juste aussi pour revenir, parce que les gens vont googler après l'émission de radio, j'imagine, sur c'est qui Marc Vera, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que dans le milieu de la cuisine, tout le monde vous connaît aussi au Québec, évidemment, mais peut-être que dans les gens qui ne suivent pas forcément la gastronomie tous les jours vont dire c'est qui Marc Vera, ils vont tomber sur l'homme au chapeau noir. Peut-être juste préciser, parce que c'est pas juste anecdotique, on pense toujours, on dit est-ce que c'est comme les lunettes noires de Luc Plamondon? Non, je pense qu'il y a plus profond, parce que je pense que votre chapeau, il a une référence à votre famille aussi. Hein. Ouais. Attendez, alors l'histoire du chapeau, je vais vous dire, j'avais un des plus grands journalistes français. Une fois, on était à table, j'étais invité, et j'arrive avec le chapeau. Il vient vers moi, il me dit, Vera, tu enlèves ton chapeau. Il dit, écoute, mon chapeau, tu n'y toucheras jamais. C'est toi qui va partir de la table. Pas moi. Parce que moi, mon chapeau, il a une identité. Il a une histoire auquel on ne touche pas. C'est l'histoire de mon grand-père, qui était communiste anticlérical, qui a fait venir l'école dans mon petit pays de 400 habitants, au fin fond de la commune, où moi, étant gamin, j'allais au cours préparatoire, je faisais 6 km le matin, 6 km le soir. Et mon autre pépé, qui effectivement disait « Ah non, ton grand-père, du côté maternel, il est trop idéologue. Ce pauvre gosse qui va faire 6 km, tout ça. » Il venait me chercher, mon grand-père. C'est un type extraordinaire. Il était berger. Il avait un chapeau. Et il venait me chercher à l'école. Et quand je sortais de l'école, les moutons et les chèvres mangeaient le bord des routes. Il arrivait, il m'attendait à la sortie de l'école. Et sur son chapeau, vous savez ce qu'il y avait? Mais il y avait toute l'identité de ce que j'ai pu faire. C'était un choc aussi dans ma vie. Il posait des fraises des bois qu'il avait cueillies. Il posait des framboises qu'il avait cueillies. Il posait de l'aquilée millefeuille qu'il avait cueilli. Et j'embrassais mon grand-père d'amour et je dégustais les fraises sur son chapeau. Vous avez compris pourquoi le chapeau n'y touchera jamais? J'ai bien compris, et c'est pour ça que vous êtes aussi un grand chef poétique en plus. Merci beaucoup Marc Vera d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de la quotidienne et c'est un grand plaisir. Je prends l'avion bientôt et je viens vous retrouver au rural. Merci. Merci beaucoup. Et n'oublions pas que si vous êtes devant les micros à une grande distance et que nous sommes aussi devant notre téléphone, dans nos téléphones, n'oubliez pas que si nous sommes là, c'est grâce à une alimentation. Et cette alimentation, si on veut que ça dure, il faut la préserver, il faut se battre, et je compte sur vous, c'est magnifique. Message entendu, merci. Merci chef.